Réveillon de Noël, mon père a jeté mes cadeaux dans la neige, mon frère a applaudi, ma mère a fait comme si de rien n'était, et mes proches ont acclamé. Ils voulaient que je dégage, même si j'avais tout payé pendant 8 ans. Puis la police est arrivée avec des papiers pour la maison de 1,45 million de dollars que je possédais secrètement. Ils ont célébré quelques secondes avant de tout perdre. Bonjour à tous. Je m'appelle Melissa Irving. J'ai 35 ans. La chaleur à l'intérieur du 129 Pinterest Avenue m'a frappé dès que je suis entré. Des bougies parfumées au pain, des lumières dorées, de la musique de Noël flottant dans le couloir. N'importe quel autre soir, cela aurait pu sembler nostalgique, mais ce soir, cela semblait mis en scène, joué. Une pièce pleine de gens attendant le prochain acte. J'ai posé mon manteau. C'est tout ce qu'il a fallu. Douglas, mon père, s'est avancé, tenant une épaisse liasse de documents comme s'il avait répété cette entrée. Sa voix a porté à travers la pièce. Melissa, nous avons besoin de ta signature ce soir, avant que les banques ne ferment. Les conversations se sont tues instantanément. Les verres de champagne se sont immobilisés en l'air. Garrett est apparu à côté de lui avec ce sourire poli, celui qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que la pièce se souvienne qu'il était l'Irving qu'ils appréciaient. Juste une petite formalité familiale, dit-il. Nous utilisons la maison comme garantie. Tu signeras. J'ai pris les papiers, 520 000 $, une demande de prêt. Ma signature en tant que co-garant. Les coins de ma vision se sont resserrés. Cela m'oblige à prendre en charge un demi-million de dollars de votre dette, dis-je doucement. Garrett a ricané. Tu gagnes près de 200 000 $ par an. Ne sois pas dramatique. L'expression de Douglas s'est durcie. C'est notre maison. Tu aideras ta famille. J'ai inspiré lentement, puis j'ai rendu les documents. Je ne signe pas, le silence est devenu électrique. Garrett a éclaté de rire. La voilà, l'égoïste. Tante Patricia est intervenue. Tes parents ont tout sacrifié pour toi. Oncle Anthony a ajouté, Garrett les soutient depuis des années. Chaque mensonge, chaque mythe qu'ils avaient utilisé pour le couronner héros et me jeter en pâture est sorti sans effort. Et puis Douglas a porté le coup qu'il gardait en réserve depuis des années. Tu es une déception, Melissa. Si tu n'aides pas cette famille, alors sors de ma maison. Il a attrapé les cadeaux que j'avais placés sous le sapin, soigneusement emballés avec un ruban doré noué à la main, et a marché jusqu'à la porte ouverte. La neige a fouetté la pièce alors qu'il jetait les cadeaux dans le jardin où ils ont éclaté contre la glace. Garrett a commencé à applaudir lentement. Un applaudissement, deux, puis toute la pièce a suivi. L'humiliation était délibérée. Public, joué. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, l'icône d'enregistrement rougeoyante capturant chaque mot. Répète ça, dis-je doucement. Douglas a crié. Sors et ne reviens pas, j'ai hoché la tête. Volontiers. Je suis sorti sur le porche. La neige a atterri sur mes cheveux, fondant en langues traînées de froid sur ma peau. Mes cadeaux étaient éparpillés, les bords imbibés, les rubans se défaisant comme des liens rompus. Derrière moi, des rires ont éclaté, forts, insouciants, triomphants. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient que je m'en irais, blessée et silencieuse. Ils pensaient que ce soir était leur victoire. Ils ne savaient pas que je venais d'enregistrer leur 4e violation du bail. Ils ne savaient pas que je possédais la maison dont ils m'avaient chassé. Et ils ne savaient pas que dans quelques heures, je passerais devant le même Porsche, regardant les voitures de police arriver pour expliquer la seule vérité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ce n'était jamais leur maison. La neige tombait encore lorsque je me suis éloigné de Pinterest Avenue, mes mains fermes sur le volant, même si ma poitrine se serrait. L'humiliation me brûlait encore la peau. Mais en dessous, il y avait autre chose, une vieille douleur que je portais depuis des années. Le genre qui se forme lentement, couche par couche, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous. Et pour comprendre pourquoi cette nuit a été si profonde, vous devez savoir à quoi ressemblaient les 8 dernières années de ma vie sous la surface. Pendant 8 années consécutives, sans manquer un seul mois, j'ai envoyé 3 500 $ à la maison. Virement automatique. Le premier de chaque mois, qu'il pleuve ou qu'il vente. Tout en concevant des bâtiments pour le Ridgeview Design Group, tout en faisant des semaines de 80 heures, tout en grimpant les échelons plus vite que n'importe qui de mon âge ne l'avait jamais fait, je me suis assuré que mes parents, Douglas et Marilyn, ne prennent jamais de retard sur les factures médicales, les services publics, les impôts,
les réparations. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la survie, pour eux. Quand les médicaments contre l'arthrite de maman sont passés à près de $800 par mois, j'ai couvert la dépense. Quand les fonds de retraite de papa se sont mystérieusement évaporés, bien avant que j'apprenne pour le jeu, j'ai comblé le vide. Quand le chauffe-eau a éclaté en 2020, j'ai payé le plombier directement parce qu'il ne voulait pas déranger Gareth. J'ai conservé chaque relevé, chaque email, chaque confirmation de virement. Non pas parce que je prévoyais de les utiliser, mais parce que les architectes documentent tout. Un bâtiment tient debout parce que chaque poutre, chaque boulon, chaque joint caché a une preuve derrière lui. J'ai traité ma famille de la même manière, me préparant toujours au jour où la vérité pourrait compter. Mais dans la maison Irving, la vérité était facultative. L'image était tout, et rien ne nourrissait une image comme Gareth. Gareth, 3 ans plus âgé, infiniment charmant, chroniquement irresponsable, était l'avenir de la famille Irving depuis que nous étions enfants. Il pouvait faire un avion en papier et papa se vantait de son potentiel d'ingénieur. Je gagnais des concours d'architecture régionaux et papa me tapotait l'épaule en disant « C'est bien, ma chérie. Ne laisse pas ça te distraire de soutenir ton frère un jour. » Cette phrase, je n'avais pas réalisé à quel point il la prenait au pied de la lettre. Au cours des 8 dernières années, mes $340 000 de soutien discret se sont lentement transformés dans la légende familiale en la générosité de Gareth. Maman m'appelait après les rendez-vous chez le médecin en disant « Gareth a encore payé la facture. Il est si bon avec nous. » Pendant ce temps, j'avais les reçus bien rangés dans le tiroir de mon bureau. Pendant les vacances, Gareth levait son verre, haussant modestement les épaules alors que les parents louaient la façon dont il s'occupait de ses parents. Il ne les a jamais corrigés, pas une seule fois. Et j'ai appris quelque chose d'important. Le silence est aussi un mensonge. Tout cela a atteint son point de rupture ce Thanksgiving. Thanksgiving 2024, 17 jours avant la veille de Noël. La nuit où tout a commencé à se défaire. La salle à manger était bondée. 15 parents serrés autour de la longue table en chêne, la même table où j'avais fait mes devoirs en grandissant. La dinde était parfaitement découpée, l'air chaud avec de la cannelle et du romarin. Mais tout ce qui importait, c'était Gareth. Il se tenait au bout de la table, faisant tourner un verre de pinot noir comme s'il avait inventé la dégustation de vin. Northpeak Analytics est sur le point de conclure une série B de 5 millions de dollars, a-t-il annoncé. Des investisseurs japonais se battent pour une plus grande participation. Nous visons une introduction en bourse d'ici le 3e trimestre de l'année prochaine. La salle a éclaté en applaudissements. Papa a applaudi le plus fort. Mon fils brillant, dit-il fièrement, posant une main sur l'épaule de Gareth. Il porte cette famille vers l'avenir. Gareth a souri modestement. Le genre de sourire travaillé. Puis papa s'est tourné vers moi, presque après coup. Oh, et Mélissa a aussi un travail. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une miette balayée de la table. Un travail. Je gagnais $185 000 par an. Je venais de devenir la plus jeune architecte principale de l'histoire de Ridgeview. Je dirigeais l'équipe de conception du réaménagement du front de mer de Seattle, un projet civique de $60 millions qui allait remodeler la ligne d'horizon de la ville. Mais dans cette pièce, dans cette famille, j'étais simplement quelqu'un qui avait aussi un travail. La cousine Bethany a demandé, « Mélissa, que fais-tu exactement déjà ?» Avant que je puisse ouvrir la bouche, Gareth est intervenu avec un petit rire. Elle dessine des bâtiments ou quelque chose comme ça. Puis il a repris directement une histoire sur son expansion sur les marchés asiatiques. Je suis resté assise là, la chaleur montant dans ma poitrine, avalant 1000 mots qui ne leur importeraient jamais. Lorsque la table a de nouveau éclaté d'admiration, je me suis discrètement excusé et je suis allé à la cuisine pour aider maman, qui luttait avec le plat de dinde. Tu sais, dit-elle doucement sans me regarder. Ton frère travaille si dur pour maintenir cette famille à flot. Tu devrais en prendre note. Je n'ai pas répondu, car à quoi bon? Je payais ses médicaments depuis 2019. J'avais couvert les frais du spécialiste qu'il avait traité l'année dernière. Gareth n'avait pas contribué d'un centime. Pas depuis 2018, quand il a essayé d'investir leurs économies dans une sorte de combine crypto qui a disparu en quelques semaines. Mais dans leur esprit, Gareth était le fils dévoué, et j'étais pratique, silencieuse, remplaçable. Quand je suis rentré en voiture cette nuit-là, les lumières de la ville de Seattle se sont brouillées à travers mon pare-brise alors qu'une pensée se formait lentement à l'arrière de mon esprit. Ils ne me verront jamais,
à moins que quelque chose ne les y force. 17 jours plus tard, ce quelque chose est arrivé. Un appel téléphonique de Gareth pendant ma pause déjeuner au bureau. Mel, nous devons parler de la situation de la maison, dit-il, la voix tendue. La situation de la maison? C'est ainsi qu'il décrivait le fait d'avoir près de 520 000 $ de dettes, ses investisseurs qui se retiraient, des poursuites judiciaires imminentes et toute sa start-up au bord de l'effondrement. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, sentant le tranchant familier dans sa voix, celui qu'il utilisait quand il avait besoin d'argent mais voulait que la demande ait l'air héroïque. J'ai besoin que tu co-signes quelques papiers, a-t-il poursuivi. Juste une formalité. Une formalité, utilisant la maison familiale, le 129 Pinterest Avenue, comme garantie pour un demi-million. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que le crash allait arriver. Pas le mien, le leur. Parce que la maison qu'il prévoyait d'hypothéquer, la maison qu'il croyait que papa avait fournie pour nous tous ces années, la maison pour laquelle il pensait que je leur devais loyauté, appartenait à ma société, Irving Pinay LLC, depuis 2021, un secret que j'avais porté seul, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter, une vérité qui allait déchirer la veille de Noël comme une tempête. Et tout ce que Gareth a dit, c'est « tu le signeras, n'est-ce pas, pour la famille ». La voix de Gareth résonnait encore dans ma tête alors que j'étais assise dans mon bureau au Ridgeview Design Group, la ligne d'horizon de Seattle brillant d'un bleu à travers les baies vitrées. J'avais mis fin à l'appel poliment, car la politesse est une habitude que l'on acquiert quand on grandit dans une famille où la confrontation ne mène qu'à des blessures plus profondes, mais le tremblement dans son ton est resté avec moi. Le genre de tremblement qu'une personne a quand la façade qu'elle a polie pendant des années commence à se fissurer. Juste une formalité, avait-il dit, juste pour la famille. Ces mots tournoyaient ensemble dans mon esprit comme de la poussière prise dans la lumière du soleil. Doux, inoffensif, mais aveuglant. Je savais déjà ce que je trouverais dans les documents. Gareth m'appelait toujours quand il voulait quelque chose ou quand il était sur le point de tout perdre. Cet après-midi-là, quand son email est enfin arrivé, j'ai ouvert la pièce jointe lentement, comme si je retirais un bandage, sachant qu'il cache une infection. Demande de prêt, 520 000 $. Garantie, 129 Pinterest Avenue. Co-garant, Melissa Irving. Exactement comme prévu. J'ai lu chaque ligne de toute façon, non pas que j'avais besoin de clarification, mais parce que Gareth comptait sur le fait que les gens ne prêtent pas attention aux détails. Il construisait des fantaisies entières sur cette hypothèse. Mais je suis architecte. Les détails sont la seule raison pour laquelle les bâtiments tiennent debout. Et ce bâtiment, celui qu'il prévoyait d'hypothéquer à mon insu, avait une fondation dont il ne connaissait pas l'existence. Une fondation avec mon nom dessus. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré lentement. Une douleur familière m'a pressé les côtes. 8 ans de contributions invisibles, de souvenirs réécrits, de sacrifices effacés, et maintenant il voulait ma signature pour que Gareth puisse prétendre qu'il était toujours le fils brillant qui maintenait la famille à flot. Mais il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. On ne peut pas hypothéquer une maison que l'on ne possède pas. Alors que le bureau bourdonnait autour de moi, les téléphones sonnaient, les designers débattaient de croquis, la machine à expresso sifflait quelque part dans le couloir, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon armoire et j'ai déverrouillé un coffre-fort en métal étroit. À l'intérieur se trouvait un seul dossier épais. Irving Pinay LLC. Fondé en juillet 2021. Membre unique, Melissa Irving. J'ai sorti les documents et je les ai posés sur mon bureau. L'acte de vente, les papiers de saisie, le contrat de location, la clause de civilité et de conduite, et la note manuscrite de mon avocate Jennifer datant de 3 ans. Protège-toi. Ils ne comprendront pas ça maintenant, mais ils le comprendront un jour. Le souvenir de cet été m'est revenu à l'esprit comme une brume s'installant sur le Puget Sound. Lent, froid, inéluctable. C'est tout. Cela a commencé par une notification aléatoire sur mon téléphone en 2021. Une alerte de surveillance de crédit concernant un privilège placé sur la maison familiale. Confuse, j'ai appelé la banque. La voix au bout du fil était polie mais clinique alors qu'ils expliquaient. Monsieur Irving a manqué à plusieurs paiements. La propriété au 129 Pinterest Avenue est en cours de saisie. Manqué. Plusieurs paiements. Saisie. Je me souviens d'être resté assise là, à regarder la pluie strier la fenêtre de mon bureau, sentant le sol basculer sous moi. Mon père avait toujours projeté une stabilité financière, une confiance, un contrôle. L'idée qu'il puisse perdre la maison, l'endroit où maman gardait sa porcelaine de fête,
où Gareth et moi marquions nos tailles sur le cadre du garde-manger, semblait impossible jusqu'à ce que le greffier dise le chiffre. Solde impayé, 400 000 $. Je ne savais pas alors qu'il s'agissait de dettes de jeu. Cette révélation est venue des mois plus tard, arrachée à Douglas comme une confession qu'il avait été forcé de faire plutôt qu'une qu'il offrait volontairement. Mais ce jour-là, tout ce que je savais, c'est que la maison était prévue pour être vendue aux enchères dans 2 semaines. 2 semaines avant que des étrangers ne parcourent l'endroit qui contenait tous mes souvenirs d'enfance. J'aurais pu le confronter. J'aurais pu le supplier de me dire la vérité. Mais je connaissais mon père. L'orgueil le dirigeait. La honte le nourrissait. Il aurait plutôt laissé la maison brûler que d'admettre qu'il avait besoin de moi. J'ai donc choisi une autre voie. 5 jours plus tard, Irving Piney LLC était créé, du nom de la rue, enveloppé dans une identité qu'il ne pouvait pas retracer jusqu'à moi. Je suis allé à la vente aux enchères avec un chèque de banque de 1,45 million de $. Mes mains tremblaient alors que je levais ma palette d'enchères. C'était terrifiant. C'était lourd. C'était nécessaire. Les spéculateurs qui se sont présentés ce jour-là étaient efficaces, impersonnels, calculateurs. Ils voyaient une opportunité de profit. Je voyais le seul moyen de sauver la petite structure familiale qu'il nous restait. Quand le marteau est tombé et que le commissaire-priseur a dit « Vendu à Irving Piney LLC », le souffle que j'avais retenu s'est enfin échappé. La maison était sauvée, mais la sécurité exige des limites. Jennifer, mon avocate, et l'une des rares personnes qui comprenait vraiment ma famille, a rédigé un contrat de location si hermétique que même la plus dramatique des crises de nerfs des Irving ne pourrait le percer. $1 par an de loyer, renouvelable annuellement, et la clause sur laquelle elle a insisté, civilité et conduite. Violation de la clause, abus verbal, humiliation publique, fausses accusations, actions hostiles. Conséquence, première violation, avertissement écrit. Deuxième, avis formel. Troisième, dernier avertissement. Quatrième, résiliation immédiate du bail. À l'époque, cela semblait extrême. Fin 2024, cela semblait prophétique, car la vérité est qu'ils avaient déjà épuisé 3 violations bien avant la veille de Noël. Violation 1, papa me traitant d'échec à l'anniversaire de maman en 2022. Violation 2, Gareth disant à mes collègues que j'étais mentalement instable en 2023. Violation 3, papa annonçant à Thanksgiving que j'étais une déception pour le nom Irving. Chaque avertissement méticuleusement documenté, chaque avis délivré et signé, chacun ignoré. Le 20 décembre, lorsque Gareth a appelé à propos du prêt, la mèche était déjà allumée. Il ne réalisait tout simplement pas à quel point elle était devenue courte. De retour à mon bureau, j'ai placé les documents du prêt et l'acte de vente côte à côte sur le bureau. D'un côté, Gareth Irving demandant ma signature par droit. De l'autre, ma propre propriété légale de la maison qu'il pensait que papa contrôlait. Le contraste était poétique de la manière la plus triste. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Envoie la documentation complète. Je vais l'examiner. Il a répondu instantanément. Il était assez désespéré pour ne pas remettre en question le calme de mon ton. Et alors que je me suis adossé à ma chaise, le soleil d'hiver de Seattle se couchant derrière le port, j'ai murmuré quelque chose que je ne m'étais pas permis de dire à voix haute jusqu'alors. Cette fois, tu ne réécriras pas l'histoire, Gareth. Pas cette fois. Parce qu'il ne me demandait pas seulement de sauver la maison. Il me demandait d'hypothéquer quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà perdu. Et dans 4 jours, la veille de Noël, ils apprendraient enfin la vérité. Le 23 décembre est arrivé avec un froid cassant qui semblait personnel, comme si l'air lui-même m'avertissait de me préparer à l'impact. Je me suis réveillé avec 3 appels manqués de maman, 2 de tante Patricia et un mur de messages textes qui s'empilaient sur mon écran comme une avalanche. Ton frère est sous une pression énorme. La famille passe avant tout, Mélissa. Ne nous embarrasse pas, signe simplement le prêt et arrête de faire des difficultés. Gareth essaie de sauver la maison. La maison? Leur maison? Celle qu'aucun d'eux ne réalisait qu'ils n'avaient pas possédée depuis des années. À midi, les messages étaient devenus plus vifs. Égoïste. Tu as changé. Gareth soutient toujours tes parents. Tu dois ça à cette famille. Et puis une perle du cousin Derek, le même cousin qui m'avait emprunté 5 000 $ et ne m'en avait jamais remboursé un centime. La loyauté est tout, Mélissa. Je l'ai regardé, incrédule.
la loyauté d'un homme qui disparaissait à chaque fois que la responsabilité se présentait. Ça aurait été risible si ce n'était pas si prévisible. À 14h14, mon téléphone s'est allumé avec le nom de tante Patricia. Je l'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. Au 4e appel, j'ai décroché, non par désir, mais parce que je savais exactement quel récit Gareth avait inventé, et j'avais besoin de l'entendre dans toute sa splendeur embellie. Mélissa, a-t-elle aboyé avant que je puisse dire bonjour. Je n'arrive pas à croire que tu forces ton frère à se mettre dans cette position. Il essaie de protéger Douglas et Marilyn, et toi, tu es assise là, dans ton travail de luxe, à agir comme si tu étais au-dessus d'aider ta propre famille. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément, sentant l'épuisement de 8 ans s'installer dans mes os. Tante Patricia, dis-je calmement. J'aide cette famille depuis longtemps. En faisant quoi, a-t-elle ricané? En envoyant des cartes d'anniversaire? J'ai presque ri. Presque. Mais la colère sous son ignorance n'était pas la sienne seule. C'était le résultat du récit de Gareth. Il s'était dépeint comme le fils dévoué luttant pour sauver le foyer tandis que sa sœur froide et prospère refusait de lever le petit doigt. L'ironie était suffocante avant que je puisse répondre. Sa voix s'est aiguisée. Tu trahis tout ce que nous représentons. Signe les papiers, Mélissa. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, maman. Ma chérie, dit-elle de ce ton doux et tremblant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Gareth fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir à flot. C'est le seul qui s'occupe de nous. Le seul? Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai pressé ma paume contre mon front. Maman, j'ai. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, me coupant la parole. Ne fais pas de scène la veille de Noël. 15 personnes viennent. Signe juste les documents pour que la famille puisse rester unie. L'unité familiale, une phrase qui dans notre foyer avait toujours signifié « Mélissa, sacrifie-toi en silence ». Quand j'ai raccroché, le silence de mon appartement m'a semblé étrangement bruyant. Je me suis tenu près de la fenêtre surplombant le centre-ville de Seattle, le bourdonnement du trafic en bas, les lumières de Noël brillant à chaque coin de rue. Et pendant un instant, je me suis demandé si ne rien dire toutes ces années m'avait rendu invisible, même à moi-même. À 18h, la situation s'est aggravée. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Gareth nous a dit que tu amasses de l'argent pendant que la famille souffre. Tu devrais avoir honte. Pourquoi n'aides-tu pas tes parents, Mélissa? C'est de ta faute. Gareth avait mis le paquet. Il s'était positionné comme le héros effondré, luttant seul tandis que sa sœur sans fardeau s'accrochait à son succès. C'était le récit parfait pour une famille qui avait toujours été allergique à mes réussites, mais accro au potentiel de Gareth. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose dont je n'étais pas fier. L'isolement. Pas le genre silencieux auquel je m'étais habitué, le genre avec lequel on vit simplement. C'était différent. C'était instrumentalisé, conçu, fabriqué par des gens qui savaient exactement sur quel bouton appuyer. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone vibrant à côté de moi, et j'ai laissé l'épuisement s'installer. J'avais passé des années à protéger des gens qui ne me protégeraient jamais en retour. Des années à assumer les fardeaux financiers qu'ils refusaient de reconnaître. Des années à rester petite pour que Gareth puisse se sentir grand. Mais cette nuit-là, le 23 décembre, fut le moment où quelque chose a changé en moi. Un durcissement, une clarté, la rupture d'un dernier fil délicat. Parce que s'il voulait me faire passer pour la méchante simplement parce que je refusais de signer pour un demi-million de dollars, s'il voulait me diaboliser parce que je refusais d'hypothéquer une maison qui n'était pas la leur, s'il voulait me coincer dans la conformité, alors ils allaient apprendre ce qui se passe quand la silencieuse décide qu'elle en a assez d'être silencieuse. À 20h37, j'ai ouvert l'application appareil photo de mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'enregistrement. Pas encore. Pas pour ce moment. Pour demain, la veille de Noël. J'ai alors réalisé qu'entrer dans cette maison sans armes, émotionnellement ou légalement, serait tomber dans une embuscade. Je connaissais ma famille, leurs tactiques, leur schéma d'escalade. Je savais à quelle vitesse l'accusation devenait spectacle. Et je savais sans aucun doute qu'ils essaieraient de me briser publiquement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je documentais leur comportement depuis des années. Que la clause de civilité et de conduite qu'ils avaient signée n'était pas décorative.
que les avertissements qu'ils avaient ignorés n'étaient pas vides. Qu'une violation de plus, une seule, activerait la résiliation immédiate du bail. Une clause qu'ils ne se sont jamais donné la peine de lire. Une clause écrite précisément pour les personnes qui croyaient que mon silence signifiait que je ne pouvais pas me défendre. Et j'ai donc pris une décision qui allait tout changer. Demain, j'enregistrerai, non par vengeance, non par dépit, mais par nécessité. Parce que le seul moyen d'exposer des gens déterminés à réécrire l'histoire est de leur donner une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer. J'ai posé mon téléphone, j'ai expiré et j'ai laissé mon rythme cardiaque se calmer. Demain, ils me pousseraient. Demain, ils m'humilieraient. Demain, ils essaieraient de me détruire. Mais demain était aussi le jour où l'histoire tournerait. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. La veille de Noël est arrivée avec une quiétude, le genre qui semble presque sacré jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai conduit vers le 129 Pinterest Avenue, la familière maison victorienne s'élevant comme un souvenir que j'aimais autrefois et que je pouvais à peine reconnaître maintenant. Mes doigts effleuraient ma poche, sentant le léger poids de mon téléphone. L'application appareil photo était épinglée à mon écran d'accueil, prête. Je ne voulais pas enregistrer ma famille, mais je savais qu'il me forcerait la main. Le quartier brillait de lumière chaude. Des couronnes étaient accrochées à chaque porte. Des enfants couraient sur les pelouses, laissant des traces dans la neige. Et puis il y avait notre maison, ma maison, débordant de bruit, de musique et des rires de 15 personnes qui avaient déjà décidé du méchant de ce soir. Je suis entré. La chaleur m'a envahi, portant l'odeur de pain, de cannelle et de fausse joie. Le salon était bondé. Gareth près de la cheminée. Tante Patricia faisant tourner son champagne. Oncle Anthony racontant une version exagérée de la façon dont la famille reste unie. Au moment où j'ai franchi le seuil, les conversations se sont transformées en chuchotements. J'ai posé mon manteau sur le dossier d'une chaise. La pièce observait. Marilyn est apparue derrière moi. « S'il te plaît, ne rends pas la soirée plus difficile qu'elle ne l'est déjà, murmura-t-elle, les yeux évitant les miens. Plus difficile pour qui ? Mais j'ai avalé les mots. Rien de ce que je dirais n'importerait plus. Douglas est sorti du couloir en tenant une épaisse liasse de papier, les documents du prêt. Il les tenait comme une arme, ou peut-être un trophée. Mélissa, annonça-t-il à voix haute. Nous avons besoin de cette signature ce soir, avant que les banques ne ferment. Sa voix apportait à travers la pièce, parfaitement conçue pour attirer l'attention. J'ai croisé son regard, calme, contrôlé. Papa, nous en avons parlé. Je ne peux pas signer. Tu signeras, a-t-il aboyé. C'est la maison de notre famille, et si tu te souciais de nous, tu ferais ta part. Gareth est intervenu doucement, presque joyeusement. Ne traînons pas, Mel. Tout le monde sait que tu peux te le permettre. J'ai senti le téléphone dans ma poche et j'ai appuyé sur enregistrer. Quel document, a demandé tante Patricia à voix haute, comme si elle attendait son signal. Gareth s'est avancé. Juste quelques papiers de famille. Mélissa nous aide à obtenir un prêt. Aider, pas contrainte. Aider. J'ai pris le paquet, laissant le silence s'installer. Alors, cela m'oblige à garantir 520 000 $. En utilisant une maison que je ne peux pas utiliser comme garantie. Le visage de Douglas est assombri. Ne fais pas la maligne avec nous. C'est ma maison. Tu as grandi ici. Gareth a croisé les bras, s'amusant. Arrête d'être dramatique, Mel. Signe les papiers. J'ai tenu les documents doucement, puis je les ai baissés. Je ne peux pas, c'est comme si l'air s'était fissuré. Gareth a éclaté de rire. Bien sûr que tu ne le feras pas classique Mélissa. Grande carrière, ego encore plus grand. Tante Patricia s'est approchée. Tes parents ont tout fait pour toi. Oncle Anthony a ajouté, Gareth les soutient depuis des années. Tu ne peux pas donner un peu. Ça n'arrêtait pas accusation, réplique répétée, ressentiment poli en performance. Puis Douglas a porté le coup. Tu es une déception, a-t-il dit froidement. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, quand la famille a besoin d'aide, tu tournes le dos. Mais j'ai continué à enregistrer. Gareth a saisi l'occasion. Elle gagne près de 200 000 $ par an. Et pourtant, a-t-il fait un geste dramatique? Rien. Même pas quand on essaie de sauver la maison. Sauver la maison?
Il n'avait aucune idée à quel point c'était ironique. J'ai levé les yeux vers lui. Cite une seule facture que tu as payée ces 5 dernières années. Il s'est figé, juste une seconde, mais c'était suffisant. Maman sait ce que je contribue, a-t-il balbutié. Les yeux de Marilyn se sont baissés vers le sol. La pièce a senti la faiblesse et a changé, affamée d'une nouvelle cible. Malheureusement, cette cible était toujours moi. Tante Patricia a sifflé. Ne manque pas de respect à ton frère. La voix de Douglas est devenue plus forte, plus en colère. Si tu refuses d'aider cette famille, tu peux sortir de ma maison. L'enregistrement a capturé chaque mot avec une clarté cristalline. Et puis, comme possédé par un instinct cruel, Douglas a attrapé les cadeaux que j'avais placés sous le sapin, chacun soigneusement emballé, chacun choisi individuellement, et s'est précipité vers la porte d'entrée ouverte. Sors. Il les a jetés dans la neige, les rubans se brisant, les boîtes éclatant, les cadeaux s'éparpillant sur la pelouse blanche comme les morceaux brisés de quelque chose auquel j'avais cru. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis Garrett a commencé à applaudir lentement. Oh, enfin, a-t-il ri. Papa lui a enfin tenu tête. Les applaudissements se sont répandus. 15 parents applaudissant, célébrant, acclamant le moment où j'ai été humilié publiquement dans la maison de mon enfance. Marilyn s'est détournée, disparaissant dans la cuisine sans un mot. Garrett a souri avec suffisance, se prélassant dans la performance. Ne reviens pas, Mel. Jamais. J'ai levé le menton. Répète ça pour plus de clarté. Douglas est avancé, la voix tonitruante. C'est ma maison. Si tu n'aides pas ta famille, sors. J'ai hoché la tête. Merci. Ma voix était stable, presque sereine. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau, son icône rouge brillant à travers le tissu, et je me suis dirigé lentement vers la porte. La pièce regardait, s'attendant à des larmes, une crise de nerfs, une supplication. Ils n'en ont pas eu. Au lieu de cela, j'ai dit, je pars volontiers. En sortant, la neige tombait sur les cadeaux éparpillés, leurs papiers brillants s'imbibant. Mes mains ne tremblaient que légèrement alors que j'enfilais mes gants. Derrière moi, à travers les murs, j'entendais des rires, des toasts, célébrant l'exil de la fille qui avait tranquillement maintenu leurs lumières allumées pendant des années. J'ai descendu le chemin, passant devant les photos de famille qui bordaient le couloir, seulement Garrett sur chaque cadre, pas une seule photo de moi, pas une seule. Le froid me mordait les joues, vif, embrassant. J'ai atteint ma voiture, j'ai mis les clés dans le contact et j'ai expiré. 47 minutes de vidéo avaient déjà été téléchargées sur le cloud. La 4e violation, l'humiliation publique documentée en audio parfait et en 4K. J'ai pris mon téléphone. Jennifer, dis-je quand elle a répondu. Oui, il est temps. Exécute la résiliation immédiatement. Elle a fait une pause. La veille de Noël? Ils viennent de me chasser de ma propre maison, ai-je répondu doucement. Et j'ai tout sur caméra. Son ton a changé. Compris. Je vais contacter l'agent de liaison de la police. J'ai passé un autre appel. 911, le répartiteur a répondu. Quelle est votre urgence? C'est Melissa Irving, dis-je calmement. Je dois signaler des intrus au 129 Pinterest Avenue. Je suis la propriétaire légale et il refuse de partir. En terminant l'appel, la neige a commencé à tomber plus fort, brouillant les bords des lampadaires. Il pensait m'avoir détruite ce soir. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu prédire, c'est que c'était le moment où l'histoire a basculé. Le moment où le bouc émissaire a cessé de jouer son rôle. Le moment où la propriétaire est rentrée à la maison. Des lumières bleues et rouges ont commencé à se refléter sur la neige avant même que je ne quitte Pinterest Avenue. Elle peignait la rue de couleurs vives et clignotantes. Des avertissements froids et rythmés tranchant à travers la lueur chaude qui s'échappait encore des fenêtres de la maison que j'appelais autrefois chez moi. Je me suis garé à un demi-pâté de maison, observant depuis le silence de ma voiture 2 véhicules de patrouille s'arrêter devant le 129 Pinterest Avenue. Des flocons de neige flottaient paresseusement autour d'eux, adoucissant les contours d'une scène qui allait devenir tout sauf douce. Mon téléphone a vibré. Jennifer Lagne, je suis à 2 minutes. N'approche pas avant mon arrivée. J'ai expiré lentement. Mon avocate savait toujours comment garder les choses stables, même quand le monde semblait basculer sous mes pieds. À l'intérieur de la maison, des ombres bougeaient à travers les rideaux.
Des silhouettes de gens riant encore, buvant, célébrant le moment où ils croyaient m'avoir enfin mise à ma place. Ils n'avaient aucune idée que j'étais assise dans une voiture chaude, regardant les officiers s'approcher de leur maison avec des papiers d'expulsion et des registres du comté en main. 2 minutes plus tard, des phares se sont approchés et une BMW noire et élégante s'est garée à côté de moi. Jennifer est sortie, son souffle se transformant en buée dans l'air. Elle a tapé à ma fenêtre. « Es-tu prête ?» demanda-t-elle quand j'ai ouvert la porte. « Je suis prête depuis 3 ans, dis-je doucement. » Nous avons marché ensemble vers la maison, le craquement de nos bottes résonnant sur la pelouse gelée. Madame Keller, la voisine, était debout sur son porche, téléphone à la main, l'incrédulité sur son visage. Quand elle m'a aperçu, elle m'a fait un petit signe de tête de solidarité. Les officiers, la détective Sarah Monroe et l'officier Delgado, se tenaient à la porte. Douglas l'a ouverte avec la satisfaction d'un homme attendant la victoire. « La voilà », a-t-il annoncé en me montrant du doigt. « Enfin, vous pouvez l'emmener pour harcèlement ou violation de propriété ou quoi que ce soit, quelle manigance. » La détective Monroe n'a pas scié. « Monsieur, êtes-vous Douglas Irving ?»« Oui, c'est moi. Et c'est ma maison. » En fait, dit-elle, sa voix égale et professionnelle. Nous sommes ici concernant l'occupation illégale de cette propriété. La pièce derrière lui est devenue silencieuse. Douglas a froncé les sourcils. De quoi parlez-vous? Nous possédons cette maison. La détective Monroe a levé sa tablette, faisant défiler une fois. Selon les registres de propriété du comté de King, cette maison appartient à Irving Piney LLC. C'est le cas depuis juillet 2021. Pendant 3 secondes entières, personne n'a respiré. Garrett est apparu derrière papa, la confusion assombrissant son visage. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Irving Piney LLC, a répété Monroe. Membre unique, Melissa Irving. Des halètements ont parcouru la pièce. La flûte de champagne de tante Patricia a glissé de sa main, se brisant sur le parquet. Oncle Anthony a marmonné, c'est impossible. Le visage de Douglas s'est vidé de sa couleur. Vérifiez à nouveau, a-t-il aboyé. Il doit y avoir une erreur. Monroe a tapé sur sa tablette. J'ai vérifié 3 fois. Cette propriété a été saisie en 2021 et achetée aux enchères par Irving Piney LLC pour 1,45 million de dollars. Le silence est devenu suffocant. La voix de Garrett s'est brisée. Mais je pensais que l'investisseur. Papa a dit. Maman a dit. Jennifer s'est avancée, tenant un dossier soigneusement organisé. Je crois que ces documents vont tout clarifier. Elle a tendu le dossier à Monroe qui l'a ouvert. L'acte de vente, le certificat de vente aux enchères, le contrat de location, les signatures de Douglas et Marilyn datées de 3 ans. Douglas a reculé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi personne ne m'a rien dit? La voix de Jennifer était calme et tranchante comme un rasoir. Vous avez signé un contrat de location en 2021, monsieur Irving. Un qui vous permettait de louer cette propriété pour $1 par an. D'autres halètements. Quelqu'un a chuchoté, $1. Monroe a continué. L'accord comprend également une clause de civilité et de conduite. Les violations incluent les abus verbaux, l'humiliation et les actions hostiles envers tout membre de la famille. Elle a levé les yeux vers moi. Et ce soir, Madame Irving a soumis des preuves vidéo documentant une 4e violation. Garrett s'est raidi. C'est ridicule. Melissa déforme tout. Elle ment. J'ai fouillé dans mon manteau et j'ai brandi mon téléphone. Vraiment? J'ai appuyé sur lecture. La voix de Douglas a rempli la maison. C'est ma maison. Si tu n'aides pas ta famille, sors. L'applaudissement lent de Garrett a résonné ensuite. Les acclamations, les insultes. Le moment où les cadeaux ont heurté la neige. Chaque voix, chaque visage, chaque témoin. La pièce, il y a quelques instants bruyante de rire de fête, est devenue un cimetière. La détective Monroe a hoché la tête. Cet enregistrement est plus que suffisant. En vertu de la loi sur la propriété de l'État de Washington, Madame Irving est dans son droit de faire appliquer la résiliation immédiate du bail. La poitrine de Garrett se soulevait et s'abaissait rapidement. Ce n'est pas possible. Vous nous expulsez la veille de Noël. Jennifer a croisé les bras.
Votre famille a expulsé Mélissa en premier. Vous ne saviez tout simplement pas quelle était la propriétaire. Cette phrase a atterri comme un marteau. Douglas s'est tourné vers maman. Marilyn, tu savais? Marilyn n'a pas parlé au début, puis doucement. Je m'en doutais. La trahison sur le visage de Douglas n'était pas pour moi. Pour la première fois depuis des années, il semblait trahi par lui-même. La détective Monroe s'est avancée. Tout le monde doit quitter la propriété immédiatement. Vous êtes en infraction. Patricia a bafouillé. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors. Où sommes-nous censés aller? Monroe a haussé les épaules. Ce n'est pas la responsabilité de Madame Irving. La panique de Garrett a percé son orgueil. Mélissa, allez. Nous sommes une famille. J'ai rencontré son regard désespéré. Étions-nous une famille quand tu as dit à 15 personnes que je n'avais jamais aidé nos parents? Quand tu les as laissés croire que tu avais payé pour tout ce que j'avais couvert? Quand tu as applaudi lentement pendant que papa jetait mes cadeaux dans la neige? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Douglas est agrippé au cadre de la porte comme si le bois pouvait le stabiliser. Nous avons vécu ici pendant 30 ans. C'est tout ce que nous avons. Je n'ai pas bronché. Et depuis 3 ans, dis-je doucement. Vous vivez ici parce que je vous l'ai permis. Jennifer s'est adressée aux officiers. Elle aura besoin que la propriété soit évacuée avant l'arrivée du serrurier. Monroe a hoché la tête. Nous superviserons. Et c'est ainsi que la maison a éclaté. Le chaos remplaçant l'arrogance. Garrett faisant les 100 pas. Patricia pleurant. Douglas criant dans un téléphone qui n'avait plus de pouvoir. Les parents se précipitant pour attraper des biens qu'ils pensaient leur appartenir. Je me suis reculé, regardant le dénouement d'une dynastie construite sur l'illusion. Ils avaient célébré mon humiliation il y a 1 heure. Maintenant, ils étaient escortés hors de ma maison. La neige tombait à travers la porte ouverte alors que le dernier d'entre eux se traînait sur le porche, les visages pâles sous les lumières clignotantes. Le retournement de situation était complet. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Et ce soir, ils ont enfin compris ce que cela signifiait. Le froid extérieur semblait plus vif après que la police eut vidé la maison. Comme si l'air lui-même avait changé d'allégeance. Les parents se blottissaient sur le porche, enveloppés dans de minces manteaux conçus pour les fêtes, pas pour une expulsion. Les gyrophares des voitures de patrouille projetaient de longues ombres fracturées sur la neige. Leur chuchotement tremblait maintenant, non pas de supériorité, mais de peur. Jennifer et moi sommes rentrés au 129 Pinrest Avenue. La maison, soudainement silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue en grandissant ici. Calme, contrôlée, mienne. 20 minutes plus tard, après que les officiers eurent escorté le dernier parent, la détective Monroe est revenue sur le seuil. Madame Irving, la propriété est sécurisée. Voulez-vous qu'il soit autorisé à revenir pour le traitement formel des locataires? J'ai hoché la tête une fois. Faites entrer mes parents et mon frère seulement. Les autres pouvaient attendre dehors dans le froid qu'ils avaient contribué à créer. Douglas est entré le premier, les épaules rentrées, le visage vidé de sa suffisance festive. Marilyn a suivi tranquillement. Garrett est entré en dernier, se déplaçant comme quelqu'un qui venait de traverser les décombres de sa propre mythologie. Jennifer a posé sa mallette en cuir sur la table de la salle à manger et l'a ouverte avec une précision professionnelle. Le bruit du loquet qui s'enclenche a résonné dans la pièce. M et Madame Irving, dit-elle en faisant glisser une pile de documents. Mélissa est prête à vous proposer un contrat de location formel. Douglas cligna des yeux comme si les mots n'avaient aucun sens. Contrat de location? Vous nous laissez rester au prix du marché? Jennifer a précisé. 8 500 $ par mois, premier mois, dernier mois et un dépôt de garantie dû à la signature. Total, 25 500 $. Garrett s'est étranglé. Vous n'êtes pas sérieuse. Jennifer a haussé un sourcil. C'est la norme pour une maison victorienne de 4 chambres dans ce quartier. Si quoi que ce soit, c'est généreux. Douglas s'est affaissé sur une chaise, sa voix se brisant. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Ça, a répondu Jennifer calmement, ce n'est pas le problème du propriétaire. Le mot « propriétaire » l'a frappé comme une gifle. Durant toutes ces années d'autorité autoproclamée, Douglas n'avait jamais imaginé une réalité où il ne serait pas le maître de cette maison,
et encore moins un locataire suppliant sa fille pour un abri. Mais ce soir, la réalité n'avait pas besoin de sa permission. Jennifer a sorti un autre document. De plus, le bail comprend un addenda comportemental, pas d'abus verbal, pas d'humiliation publique, pas de déclaration diffamatoire envers le propriétaire. Garrett la fixa. Vous ne pouvez pas, si, l'interrompit Jennifer doucement. Nous pouvons. Une seule violation entraîne une expulsion immédiate. Pas de seconde chance. Marilyn a chuchoté. Olivia, Mélissa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur mon nom, mais j'ai gardé une expression stable. C'est une affaire, rien de plus. Douglas a dégluti difficilement. Tu nous humilies. Non, dis-je doucement. Vous l'avez fait vous-même. Je ne fais que proposer des conditions. Garrett a regardé entre nous avec des yeux fous. Si nous signons ça, nous perdons tout. Vous avez tout perdu, a corrigé Jennifer. Quand vous avez violé la clause de civilité et de conduite pour la 4e fois. Silence. La main de Douglas a tremblé alors qu'il prenait le stylo. Sa signature, autrefois audacieuse et ample, était maintenant une faible ligne tremblante sur la page. Marilyn a signé ensuite. Pas d'hésitation, seulement du chagrin. Puis le stylo a glissé vers Garrett. Il a fixé les papiers comme s'ils étaient une condamnation à mort. Et d'une certaine manière, il l'était, non pas physiquement, mais socialement, émotionnellement. Le fils prodigue, la fierté de la famille, réduit à signer un bail comme un homme qui n'avait jamais soutenu ses parents, jamais payé une facture, jamais rien construit de réel. Des larmes ont rempli ses yeux. Ça va me détruire. Ça n'aurait pas dû, ai-je répondu. Tu as fait des choix. Maintenant, ils ont des conséquences. Il a signé. L'encre était à peine sèche que les téléphones de tout le quartier ont commencé à vibrer. Des notifications ont retenti de toutes les poches. Madame Keller avait enregistré toute la scène, la police, les cris, l'expulsion. Et alors que je me dirigeais vers la grande baille vitrée, je l'ai vu debout à l'extérieur, montrant son écran à d'autres voisins. La légende de sa vidéo brillait. Quand la fille que tu as traitée de sans valeur s'avère être la propriétaire de la maison. En quelques minutes, le clip s'est répandu sur les groupes de discussion et les forums locaux. En 1 heure, il a atteint les pages des réseaux sociaux de Seattle. Le matin, il exploserait bien au-delà de la ville. Pendant que nous finalisions les signatures, le téléphone de Garrett a vibré sans cesse. Il l'a ignoré jusqu'à ce qu'un appel refuse de s'arrêter. Il s'est éloigné pour répondre. Monsieur Blake, dit-il faiblement. Oui, je peux expliquer. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. S'il vous plaît, laissez-moi. Mais l'homme à l'autre bout du fil ne l'a pas apaisé. Ne l'a pas rassuré. Ne l'a pas sauvé. Garrett a éloigné le téléphone alors que la voix furieuse explosait du haut-parleur. Donovan Blake, son investisseur américain, regardant la vidéo virale de l'expulsion en temps réel. Vous avez menti sur les actifs, a crié Blake. Vous avez utilisé une maison que vous ne possédez même pas comme garantie. Nous retirons tout. Northpeak Analytics est mort. La ligne est devenue silencieuse. Le visage de Garrett s'est effondré. Il a levé les yeux vers moi, non pas avec colère, non pas avec suffisance, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais montré auparavant. De la peur. De la vraie peur. Mélissa, a-t-il chuchoté. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pour la première fois depuis des années, je lui ai répondu honnêtement. Recommencer, comme nous l'avons tous fait, sans raccourci. Il n'a rien dit. 1 an plus tard, Pinterest Avenue avait un air différent. Les voisins me saluaient toujours avec un respect silencieux qu'ils n'avaient pas montré auparavant. Certains m'arrêtaient même pour me demander comment j'allais, comment allait le travail, comment avançaient les rénovations de la maison. Je souriais toujours poliment. Garrett a finalement trouvé un travail, barista chez Starbucks à Ballard. Il ne se vantait jamais là-bas. Il n'avait plus rien à se vanter. Douglas est devenu agent d'accueil chez Walmart sur Aurora Avenue, un travail qu'il détestait mais dont il avait besoin. L'homme qui se vantait autrefois de porter la famille indiquait maintenant aux étrangers où trouver des manteaux d'hiver. Marilyn suivait une thérapie chaque semaine. Elle m'envoyait des cartes postales. Elle ne me demandait jamais de répondre. Le loyer arrivait le 1er de chaque mois. $8 500 à l'heure, toujours.
Parfois, je n'ouvrais pas les enveloppes tout de suite. Non par dépit, mais parce que je n'avais pas besoin de l'argent. Chaque dollar allait directement au fonds Pinterest pour les femmes en STEM. 5 jeunes femmes la première année, puis 10. Des filles qui avaient été réduites au silence ou négligées par leur famille, tout comme moi. Des filles qui méritaient mieux. Et chaque fois que j'assistais à une cérémonie de remise de bourse ou que je serrais la main d'une étudiante dont les yeux brillaient de possibilités, je ressentais la même prise de conscience tranquille. La chute de ma famille n'était pas ma victoire. Ma liberté l'était. Au printemps, le quartier de Pinterest avait retrouvé son nouveau rythme. Mais la plus grande transformation ne s'est pas produite à l'intérieur du 129 Pinterest Avenue. Elle s'est produite bien au-delà. À l'intérieur de salles de classe silencieuses, de laboratoires d'ingénierie et d'espaces de travail pour étudiants éclairés par le doux bourdonnement des néons. C'est là que le véritable héritage vivait maintenant. Parce que chaque paiement de loyer que mes parents envoyaient, chaque dépôt qu'ils faisaient par réticence, par orgueil ou par résignation, allait dans quelque chose de plus grand que nous tous. Le fonds Pinterest pour les femmes en STEM. Ça a commencé modestement. 5 bourses, chacune de 20 000 $. 5 jeunes femmes issues de foyers difficiles, chacune portant des blessures que j'ai reconnues immédiatement. La douleur d'être négligée, la piqûre d'être sous-estimée, la frustration de savoir que l'on est capable, tandis que les personnes même qui devraient vous encourager ne cessent de déplacer les poteaux de but ou de faire comme si elles ne vous voyaient pas du tout. Il y avait Sarah Kim, dont le père lui avait dit que le codage était pour les garçons qui n'avaient rien de mieux à faire. Elle m'a montré son prototype d'application mobile lors du déjeuner de remise des bourses. Timide au début, puis rayonnante quand je lui ai dit que c'était brillant. Il y avait Maria Delgado, qui jonglait entre ses cours d'ingénierie et un travail à temps partiel parce que ses parents insistaient sur le fait que l'argent dépensé pour les filles était gaspillé. Ses conceptions de système d'eau durable ressemblaient à quelque chose que Ridgeview paierait cher pour développer. Et Léa Thompson, seulement 19 ans, dont les yeux portaient l'hésitation familière de quelqu'un qui a été si souvent rejeté qu'elle a appris à parler doucement juste pour éviter d'être corrigée. Elle m'a dit qu'elle voulait concevoir des logements résistants aux tremblements de terre. Je lui ai dit que le monde avait besoin d'esprits comme le sien plus qu'il ne le savait. Chaque fois que je leur serrais la main, chaque fois qu'elles me remerciaient, je sentais quelque chose se réorganiser en moi, quelque chose de tendre, quelque chose de déchargé, comme si je construisais une fondation non pas en béton ou en acier, mais de chaque version de la fille que j'étais autrefois. Enfin autorisée à se tenir droite. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle le fonds a grandi. La vidéo de l'expulsion de Pinterest, le moment où mon père a crié que c'était sa maison, les officiers clarifiant calmement que ce n'était pas le cas, s'est répandue bien au-delà de Seattle. Elle a rebondi sur les plateformes, intégrée dans des vidéos de commentaires, des flux de réactions, des discussions de podcasts. Les gens débattaient des limites, de la suffisance, de l'abus financier, des filles silencieuses qui se sont avérées être l'épine dorsale de leur famille. Le clip a atteint les cercles d'entreprise. Il a atteint les philanthropes. Il a atteint les femmes de pouvoir et les filles de leur propre. Et en 4 mois, le Ridgeview Design Group, ainsi que plusieurs entreprises technologiques le long du front de mer de Seattle, ont contacté pour demander s'ils pouvaient contribuer. Amazon a égalé le don de Ridgeview. Microsoft a offert des subventions. L'été, le fonds Pinterest était devenu ce que certains appelaient un petit miracle. Un demi-million de dollars promis pour la prochaine année universitaire. J'avais l'habitude de construire des structures sur papier, en maquette, dans des fichiers KO brillants sur un écran à 2 heures du matin. Mais ça, c'était une structure construite de seconde chance et d'histoires récupérées. Et pour la première fois, personne ne se tenait derrière moi pour essayer de s'en attribuer le mérite. 1 an après l'expulsion, je suis retourné sur le campus de l'Université de Washington pour la cérémonie annuelle du fonds. La salle bourdonnait d'excitation. Une salle pleine de filles qui me rappelaient que la résilience est plus forte que les liens du sang. Quand je suis monté sur scène pour parler, j'ai vu un message s'afficher sur un écran en coulisses. Vos parents ont payé le loyer en avance ce mois-ci. J'ai souri. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Je me suis éclairci la gorge et je me suis adressé au public. Il y a 1 an, ai-je commencé. J'ai appris que parfois, les gens qui prétendent vous aimer vous réduiront au silence jusqu'au jour où vous cesserez de les laisser faire. Et parfois, se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Les visages se sont adoucis. Plusieurs filles ont hoché la tête. Je pensais que la liberté signifiait laisser quelque chose derrière moi, ai-je poursuivi.
Mais la liberté peut aussi signifier construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne aux autres les chances que vous n'avez pas eues. Une pause, une respiration, une vérité que je ne craignais plus. Ce fond ne concerne pas d'où je viens. Il concerne où vous allez toutes. Lorsque les applaudissements ont déferlé sur l'auditorium, chaleureux et croissant, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si un poids que j'avais porté depuis l'enfance s'était enfin dissous. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement surplombant le front de mer de Seattle, j'ai enlevé mon tailleur et je me suis assise près de la fenêtre alors que les lumières de la ville scintillaient sur l'eau. Au loin, je pouvais à peine voir Pinterest Avenue. Il y a un an, j'aurais peut-être regardé dans cette direction avec lourdeur, avec colère, avec quelque chose d'irrésolu, mais plus maintenant. Maintenant, cette maison n'était qu'un bâtiment, une structure, que je gérais professionnellement, sans émotion, comme le font les propriétaires. Mon père évitait toujours de me regarder quand je passais pour des inspections. Ma mère essayait doucement, avec hésitation, de combler le fossé avec de petites gentillesses, des biscuits frais, des notes laissées sur le comptoir. Je gardais les choses cordiales, professionnelles, limitées. Garrett n'a jamais tenté de réconciliation. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait toujours au Starbucks de Ballard, préparant des lattes pour des étudiants qui se tenaient sans le savoir à côté d'un homme dont la plus grande chute avait été de se croire intouchable. Quant à moi, je ne les détestais pas. Il n'avait tout simplement plus accès à moi, et c'était sa propre forme de paix. Fin décembre, j'étais assise dans mon bureau à Ridgeview, finalisant les plans architecturaux pour le réaménagement du front de mer dehors. La ville se préparait pour un autre Noël, des lumières accrochées à la promenade, des chanteurs de Noël passant, la neige menaçant de tomber. Un an plus tôt, j'avais été jeté dans le froid. Maintenant, la chaleur que je ressentais n'avait rien à voir avec la météo. Elle venait de m'être choisie. De m'être levé quand le silence avait été plus facile, de découvrir que partir n'était pas perdre une famille. C'était me trouver. Alors que l'horloge approchait de minuit, j'ai appuyé sur enregistrer sur la version finale du projet de bâtiment et je me suis tourné vers la caméra que j'utilise pour raconter des histoires. Avant de partir, dis-je doucement, si mon histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et souvenez-vous de ceci, j'ai regardé directement dans l'objectif. Parfois, le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez vous offrir est la liberté. Fondu au noir.